victime, c'est quand même le summum de la passivité. Vous allez à un concert, il y a des types qui arrivent et qui font de vous une victime. Pour résister, il faut se prendre en main. Et en fait, c'est ce qu'on a tous fait. Et donc, nous dire qu'on est résilient, c'est un peu nous dire « Ah bah oui, vous avez trouvé le bouton pour que ça aille mieux. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tous les jours, on se bat pour que ça aille mieux et pour pas reglisser, et ça, c'est de la résistance. Bonjour Arthur. Bonjour Louis. Vous êtes depuis des années le visage et la voix de l'association Life for Paris qui représente plus de 800 victimes des attaques terroristes du 13 novembre 2015. Vous publiez ce livre, Vivre après le Bataclan. Vous nous avez donné rendez-vous ici, en plein cœur de Paris, à 2 pas de l'hôtel de ville. C'est un lieu très, très symbolique et qui est important pour vous. C'est le jardin du souvenir de ce jour tragique. Il a ouvert au public récemment. Vous êtes battu pour que cet endroit existe. Oui, on s'est battu beaucoup contre nous-mêmes, en fait. La vraie question, c'était... tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un lieu, mais comment est-ce qu'on représente ce qu'on a vécu? Comment est-ce qu'on fait pour que les morts et les vivants soient pas séparés? On voulait pas que ça ressemble à un cimetière, on voulait pas que ce soit dur, je sais pas, comme le mémorial de la Shoah, mais on voulait que ce soit quand même aussi un lieu de recueillement. Et donc, ça a été un long cheminement intérieur. On a été aidé par la mairie de Paris. Et puis surtout, on a laissé des professionnels s'en occuper pour qu'il y ait cet équilibre entre douleur et vie. On voit autour de nous, il y a des fleurs. C'est un rappel que dans l'épreuve, il y a toujours une sortie qui peut être positive. Avec des blocs de granit qui symbolisent les lieux pris pour cible par les terroristes ce soir-là. Exactement. On a mis des stèles avec les noms, un par lieu, les noms des victimes décédées. Dans cette idée qu'il fallait vraiment quand même rappeler les choses. Il y a aussi un exercice de pédagogie. On est 10 ans après. Et nous, les associations, on va souvent dans les écoles, dans les lycées, et on voit des gamins de 15 ans qui ne savent pas vraiment de quoi ça parle. Et donc avoir ce lieu-là, c'était aussi une manière d'avoir un support pédagogique. Alors ce lieu de mémoire sera inauguré le 13 novembre prochain, dans quelques jours, à l'occasion du 10e anniversaire de ces attentats. C'est un anniversaire que vous avez souhaité plus original, plus spectaculaire que toutes les cérémonies précédentes. Pourquoi cette volonté ? Moi, ce que j'ai senti, et j'ai fait toutes les commémorations pour le coup, c'est qu'il y avait toujours de la ferveur, il y avait de l'émotion, mais qu'on était un peu enfermés entre victimes et politiques dans une bulle sécuritaire, avec oui, une belle couverture médiatique, mais finalement, on n'arrivait pas à capter l'émotion que pourtant je sens dès que je parle à n'importe quel citoyen français. Et donc, on s'est dit que pour les 10 ans, il était temps de réussir à faire quelque chose de républicain. C'est très bizarre le 13 novembre parce que tout de suite, il y a l'état d'urgence, donc il n'y a pas la grande marche républicaine qui a pu arriver après Charlie Hebdo. Et ces 10 ans, c'était peut-être l'occasion de recoudre ça, de chercher un moyen, en effet, de faire du spectaculaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelque chose qui nous pousse à réfléchir à une cérémonie qui aille un peu au-delà du simple hommage et qui soit un rappel du fait que c'est la culture qui a été attaquée et qu'elle n'a pas vacillé depuis. Et je pense que quand on attaque Paris le 13 novembre, c'est pas par hasard. C'est à la fois, évidemment, pour faire peur, mais c'est aussi pour attaquer un style de vie, pour attaquer des gens qui sont en terrasse et qui écoutent de la musique, des gens qui vont à un match de foot, des gens qui sont à un concert. Et si je regarde Paris aujourd'hui, malgré le Covid, les terrasses sont toujours ouvertes, les salles de concert sont toujours pleines, et il y a même un match de foot ce soir-là. Et donc c'était important que notre cérémonie, elle rappelle ça aussi, c'est que plus on nous attaque, plus on en fait, pour montrer que c'est invincible. Vous avez donc envie de casser les codes des traditionnelles cérémonies d'hommage, notamment les minutes de silence. Vous dites dans le livre que vous n'en pouvez plus des minutes de silence. Pour casser les codes, justement, vous avez fait appel avec la mairie de Paris au grand spécialiste Thierry Reboul, l'homme des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques. Que va-t-il proposer dans quelques jours ? C'était important pour nous d'avoir quelqu'un en qui on puisse avoir confiance pour se déposséder finalement de cette cérémonie, parce que c'est un peu ça, c'est notre 13 novembre, c'est nos cérémonies d'hommage. Mais si on veut que ça fasse vibrer les gens, il fallait le donner à quelqu'un qui l'a déjà fait sur une grande scène. Et lui, tout de suite, nous a dit je crois que ce lieu-là va permettre d'aller toucher la paix, d'aller toucher la justice, d'aller toucher évidemment la mort, mais aussi la vie, et puis de rappeler un peu ce que c'est que notre démocratie. Que Paris est une fête, mais que la France, globalement,
c'est proposer quelque chose qu'on peut proposer nulle part ailleurs. Et autre recrue des JO, c'est Victor Lemagne, le compositeur de l'hymne des Jeux Olympiques. Là, pour cette occasion, il a créé un requiem. On écoute un extrait. Le Requiem des Lumières, ça sera particulièrement touchant dans quelques jours ici lors de la cérémonie. Oui, Victor Lemagne, il est un peu comme nous. Il doit avoir à peu près mon âge. Il était dans un bar à Paris ce soir-là. Il est toujours marqué 10 ans après. Et lui, il est capable de mettre en son des sentiments qui sont un peu impossibles à mettre en mots. Et donc, ce Requiem-là, il va évidemment parler des morts, mais il va aussi parler d'une certaine forme de modernité, ce que vous venez d'entendre. Et donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'on va donner le tempo et le la de la cérémonie. Faire ce qu'on sait faire, mais le faire d'une manière nouvelle. Ce soir-là, pour la cérémonie, le président de la République va prendre la parole. Ça, vous avez souhaité qu'Emmanuel Macron parle. Pourquoi ? Ça fait 10 ans qu'on a un discours qui, et je le reconnais, est un peu contradictoire, qui est, mais finalement, on ne parle pas vraiment des causes du terrorisme, mais qui est aussi de dire on ne veut pas de récupération politique et donc on ne veut pas de parole politique le 13 novembre. Il était probablement temps de laisser au président de la République la possibilité d'exprimer ce que la nation a à dire sur le sujet, puis ce que lui a à dire sur le sujet. Il faut que ça sorte du pur registre émotionnel, il faut que ça sorte du pur registre administratif de féliciter la justice et ainsi de suite, et qu'on se dise, mais finalement, en 10 ans, quelles questions ça a posé à notre démocratie et quelles réponses on peut y apporter. Et donc, c'est le bon moment aussi pour lancer un nouveau cycle, après les 10 ans les plus chargés en émotions. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. Depuis 10 ans, justement, les politiques, les responsables politiques, les ministres, les présidents de la République, puisqu'avant Emmanuel Macron, il y avait François Hollande, vous les avez côtoyés très régulièrement. Vous les avez sentis, c'est ce que vous dites un peu dans le livre, un peu gênés, déstabilisés par l'acte terroriste. Oui, le terroriste, de toute façon, c'est pas Arthur Desnouveaux qui frappe. C'est l'État, c'est la figure de l'institution française. Et donc, c'est le crime politique par excellence. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, tous les politiques que j'ai croisés, donc j'ai croisé les présidents de la République, ils essayent d'en faire quelque chose de très administratif. Ils vous disent « Ah, est-ce que la prise en charge marche bien ? Est-ce que notre justice marche bien ? Et regardez, on a réformé les services de renseignement, il y a moins d'attentats. » Et en effet, c'est très très bien. Et sur la question fondamentale qui est de dire, mais politiquement, qu'est-ce qu'on en a fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un tel vivier de gens prêts à commettre des attentats ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, j'ai des gamins de 17-18 ans radicalisés sur Internet qui sont prêts à frapper ? Cette question-là, ils ne l'abordent pas. On sent qu'elle n'est pas vraiment dans le champ de leur réflexion parce qu'on ne comprend pas bien la radicalisation, encore moins le processus d'éventuel désengagement ou déradicalisation, et puis parce qu'ils sont tous focalisés à chaque fois sur des échéances de court terme. Et ça, c'est là-dessus que les terroristes jouent. Ils voient bien qu'on a un État qui est faible sur le long terme. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire des attentats qui rallient encore plus de gens à leur cause. Et les politiques n'ont pas la réponse à ça, donc ils ne s'expriment pas. Nous allons revenir sur la genèse de tout ça, ce 13 novembre 2015. Paris, les terrasses, les gens qui rient ou qui, comme vous, sont au spectacle lorsque un commando terroriste sème la terreur. Les ambulances foncent par dizaines vers le Bataclan dans le 11e arrondissement. Les secours trient les blessés, compressent leurs plaies et les évacuent à la hâte vers les hôpitaux. L'urgence d'un terrain de guerre. Partout surgissent des rescapés qui s'accrochent à leur couverture jaune de survie. Ça a été des coups de mitraillette pendant très longtemps. Ils ont tué. J'étais entourée de morts, il y a des bouts de chair partout.
Vous, Arthur, ce soir-là, vous êtes au Bataclan pour assister au concert d'un groupe de rock américain. Quelles images, quels souvenirs vous reviennent quand vous repensez à ces instants? J'ai gardé un certain nombre d'images hyper nettes. La première, c'est d'être allé me prendre une bière au bar et d'avoir fait une blague aux gens devant moi qui se prenaient, eux, un verre de vin blanc, ce qui n'est pas très commun pour un concert de rock, et d'avoir vu leurs photos dans les décédés après. L'autre chose, c'est la flamme qui sort du canon des terroristes. Moi, j'ai pas vu les terroristes, mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu la flamme qui sortait du canon de ce que j'ai appris être une Kalachnikov après. Je me suis retrouvé au sol et je me souviens d'avoir regardé vers la scène et d'avoir vu une fille en marinière qui regardait vers l'entrée de la salle avec un visage décomposé par la terreur comme j'en ai jamais vu et comme j'espère que j'en verrai jamais, puis se faire, elle, mettre au sol par des gens qui la protègent. Et je garde aussi l'image du moment où j'arrive à ramper à l'extérieur et où je me retrouve dans la rue et où tout d'un coup, il y a le ciel étoilé. Et il faisait très beau, il faisait très chaud ce soir-là, il n'y avait pas un nuage. Et le contraste entre avoir rampé pour sauver ma vie et me retrouver dans la rue m'a marqué à un point incroyable. Alors, vous sauvez votre vie, vous en sauvez peut-être d'autres aussi, parce que vous vous retrouvez avec les musiciens du groupe à les extirper, à les mettre dehors. Ouais, bizarrement, on voulait tous aider à ce moment-là. Et moi, le hasard fait que quand je sors, en fait, j'ai l'occasion d'aider le groupe, qui était sorti lui aussi par derrière la scène, comme moi. Et donc, je les prends, je leur dis en anglais que je suis parisien, que je connais les petites rues et qu'on va pouvoir s'enfuir. Et s'ensuit 5 à 10 minutes de course effrénée pour réussir à aller les mettre dans un taxi boulevard Beaumarchais et leur donner 50 € en disant au chauffeur allez au 36 quai des Orfèvres. Et le fait d'avoir pu un tout petit peu les aider, ça m'a aidé à atténuer le questionnement sur une forme de culpabilité de ne pas en avoir fait plus. Parce que forcément, quand on sort indemne physiquement de tout ça, on se dit est-ce qu'en échange d'une petite blessure, j'aurais pas pu sauver une vie? Qu'est-ce qui s'arrête ce soir-là et qu'est-ce qui commence après, pour reprendre le titre de votre livre, Vivre après le Bataclan? Ce qui s'arrête, c'est l'insouciance. Ce qui s'arrête, c'est le fait que tout soit bien passé dans ma vie sans aucune anicroche jusque-là. Je mets du temps à m'en rendre compte, d'ailleurs. On n'en parle pas assez, mais on met du temps à accepter qu'on est victime. Moi, j'ai mis du temps à me dire que j'étais pas un simple témoin d'une horreur. Et j'ai mis du temps à me dire, en fait, t'es victime, il va falloir avoir de l'aide. Ça, c'est un processus qui m'a pris plusieurs mois. Et donc, je pense que ce qui s'arrête à ce moment-là, c'est l'idée qu'on va juste pouvoir être spectateur de sa vie. Et donc ça, quelque part, c'est un bien. Et ce qui commence, c'est d'essayer de trouver un sens à tout ça. Et comme il n'y a pas de sens au terrorisme, en tout cas, à pourquoi il a frappé Arthur Desnouveaux, il faut trouver un sens à mais qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Et moi, je ne crois pas à la culpabilité du survivant, je crois à la responsabilité du survivant. Et la réponse, ça a été de dire, s'il y en a plus de 130 qui sont morts ce soir-là, il faut que moi, le surcroît de vie que j'ai la chance d'avoir, j'en fasse quelque chose d'excellent, que j'en fasse quelque chose qui a du sens et que je puisse raconter un jour à mes enfants quelque chose de positif de tout ça. Mais dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, dans quel état d'esprit étiez-vous? C'était vivre, survivre? Vous avez voulu retravailler tout de suite? Vous vous êtes effondré? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tous les Français, je me suis dit, il ne faut pas qu'ils gagnent, il faut aller en terrasse, il faut aller au boulot. Donc le lundi, je prends le RER, je fais ma première crise de panique. Et je me force à aller au travail comme ça jusqu'au jeudi où je vois ma photo apparaître dans un tabloïd anglais, parce que j'avais pris une photo dans la fosse avec des copains anglais au début du concert. Et où là, en fait, il y a un truc qui bascule. Je suis là, je suis sur l'écran. Et donc, je m'arrête 10 jours jusqu'à aller à la cérémonie d'hommage aux Invalides le 27 novembre. Anne-Laure Aruebo, 36 ans. Thomas Ayad, 32 ans. Guillaume Barraud de Cherf, 43 ans. Pour la première fois, on liste et on lit les noms des victimes par ordre alphabétique. Et là, j'entends pas mon nom et c'est un déclic et je me dis, ça y est, en fait, je suis pas mort, le deuil peut commencer. Mais pareil, en fait, ça suffit pas. C'est une logique qui est complètement cartésienne et c'est pas du tout ça qui se passe. Et j'arrive aux vacances de Noël exténué à me rendre compte que j'arrive pas à dormir. Et là, pour le coup, je vais voir ma médecin. Je lui raconte tout et elle me dit, va falloir prendre des médicaments et puis commencer à aller voir un psy. L'injonction à la résilience que vous détestez, c'est ce que vous dites dans le livre, là, elle arrive à ce moment-là, assez rapidement ou plus tard? Plus tard. La résilience, c'est un très beau concept, hein, vraiment. J'ai rien contre l'idée qu'après un drame, on peut rebondir. Ah un peu quand même. Mais la seule chose, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'énergie et c'est pas pour rebondir et revenir au même endroit. L'idée, c'est quand même que ça vous transforme et que ça, il faut l'accepter.
Et puis on sent bien qu'à un moment, les gens se disent « mais encore à parler de ça ?» Et l'injonction, elle vient, je sais pas, 2-3 ans après. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a beaucoup réduit au moment du procès. Quand tout le monde est venu témoigner à la barre de à quel point c'était toujours une douleur très présente, on a arrêté de nous dire « vous devriez aller mieux maintenant ». Mais donc cette injonction à la résilience, je sais qu'elle vient d'un endroit de bienveillance. Les gens veulent qu'on aille mieux et ils aimeraient nous dire vas-y, secoue-toi et ça va aller mieux. Et donc je l'accepte sans trop de mal, mais il faut juste aussi que les gens comprennent qu'on se bat contre quelque chose qui est trop gros, contre quelque chose dont on sait que ça provoque encore des suicides des dizaines d'années après. Il y a une notion que vous préférez à résilience, c'est résistance. Oui, parce que dans la résistance, moi, je vois beaucoup plus de proactivité. Si vous voulez être victime, c'est quand même le summum de la passivité. Vous allez à un concert, il y a des types qui arrivent et qui font de vous une victime. Pour résister, il faut se prendre en main. Et en fait, c'est ce qu'on a tous fait. Et donc, nous dire qu'on est résilient, c'est un peu nous dire « Ah bah oui, vous avez trouvé le bouton pour que ça aille mieux. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tous les jours, on se bat pour que ça aille mieux et pour pas reglisser. Et ça, c'est de la résistance. Et la colère, voire la haine envers les terroristes, vous l'avez ressentie, vous la ressentez encore 10 ans après? J'ai parfois de la colère, j'ai parfois de la haine. Ça s'est beaucoup estompé depuis le procès. Mais moi, je trouve ça très sain. J'essaye surtout de vérifier qu'elle ne me mange pas tous les jours. Ça, c'est le plus important. Mais sinon, j'accepte tous les sentiments et j'essaye de me dire que plus je me sentirai vivant, plus je ressentirai tout un paquet d'émotions, des bonnes, des pas bonnes, mais en tout cas avec intensité. Vous avez souvent pris la parole en tant que président de l'association Life for Paris, mais avec ce livre, j'ai l'impression que c'est une façon plus intime de vous exprimer, de livrer, voire de délivrer vos sentiments. Vous en aviez besoin de ça? Ouais, ce livre, il part d'un choc. J'ai un de mes copains survivants qui se suicide. Et je me rends compte qu'en fait, cette parole... Qui était au Bataclan ce soir-là. Qui était au Bataclan, que j'ai rencontré après, avec qui on est devenus très copains et qui me semblait aller bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette posture de président d'association, elle permettait tout un tas de choses. Elle permettait de porter une parole un peu moyenne, mais que je m'effaçais un peu trop derrière. Et que justement, j'avais des choses à dire qui étaient peut-être un peu plus irritantes ou qui grattaient là où je pensais qu'on n'était pas complètement allé et qui ne sont pas des sujets de consensus au sein de mon association. Donc je voulais me donner ça, me permettre, après 10 ans et avant de dissoudre l'association, un espace de parole qui m'appartienne aussi. Parce que l'association, le 13 novembre au soir, sera dissoute. Oui, l'idée, c'était vraiment, quand on a fondé cette association, d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontrait. La prise en charge par l'État, l'indemnisation, la justice, la mémoire. Et en inaugurant ce jardin dans lequel on est aujourd'hui, le 13 novembre, on aura répondu à toutes ces attentes. Et donc, ça aurait été complètement contradictoire de dire à la fois j'ai plus envie d'être victime et je cherche un chemin hors de la victimité, mais je garde une asso de victimes ouverte. Et donc on en a parlé, ça fait des années qu'on en parle avec mes adhérents et on s'est dit qu'il fallait pas qu'on s'enferme nous-mêmes. C'était trop facile de dire que c'était les autres qui nous enfermaient si nous on faisait pas le geste de jeter la béquille qu'on s'était construite. Et donc le 13 novembre on arrête. Et au milieu de ce jardin qui sera inauguré, je le rappelle, le 13 novembre, il y a cet arbre, cette orme centenaire, l'orme, Arthur, symbole de justice. L'occasion de parler du procès qui s'est tenu en 2021-2022. Il a duré 10 mois. La Cour a condamné Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible, une peine qui lui enlève quasiment toute chance de sortir un jour de prison. Regard noir, mâchoire serrée, il n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Pour les 19 autres accusés, les peines vont de 2 ans de prison ferme à la perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Comment l'avez-vous vécu, ce procès ? Je l'ai vécu sans me rendre compte que ce serait aussi long, et donc je l'ai vraiment pris au jour le jour. J'ai essayé de jamais m'y noyer, mais je me suis laissé complètement immerger. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce procès, quelques années après ? Ce qui me reste de ce procès, je crois, c'est quand même quelque chose qui me rassure. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu le trou dans la raquette, quoi. Les services de renseignement, la police n'ont pas réussi à me protéger le soir du 13 novembre comme ils auraient dû. Et je le comprends, on ne peut pas tout éviter.
Mais derrière, la justice, elle est venue enquêter, arrêter les coupables qui pouvaient être arrêtés et les juger de manière saine, de manière légale. Et ça m'a, moi, rassuré sur l'état de notre démocratie. Et c'est ça qui me reste, en fait. C'est ce sentiment un peu qu'il y a un filet de sécurité qui continue d'exister. Le principal accusé dans le box, c'était Salah Abdeslam, le dernier survivant des attaques terroristes de ce commando. Il a fini par demander pardon à la barre. C'était important de l'entendre demander pardon ou pas? Moi, je ne suis pas venu au procès en me disant qu'il fallait qu'il demande pardon. Je ne suis même pas venu au procès en me disant qu'il fallait qu'il s'explique. Moi, je suis venu au procès en me disant qu'il fallait lui donner la chance de pouvoir dire ce qu'il avait à dire. Et donc, quand sa demande de pardon est venue, moi, j'étais prête à l'accueillir comme j'aurais été prête à ne pas la voir. Et je vous avoue qu'elle m'a semblé un peu creuse, dans le sens où j'avais l'impression qu'il essayait surtout de se pardonner à lui-même de s'être fourré dans ce pétrin-là. Parce que le pardon est venu à un moment où il n'avait toujours pas reconnu le mal que ça avait pu faire, le fait que c'était des êtres humains qui avaient été touchés et pas juste des symboles d'un État qu'il voulait combattre. Alors, lui a demandé pardon avec plus ou moins de sincérité, mais vous lui avez pardonné. Est-ce que vous leur avez pardonné? Je ne m'étais pas posé la question au moment du procès de savoir si je leur avais pardonné. Et en écrivant ce livre, je me la suis posée et je me suis rendu compte que non. Mais parce qu'en fait, je ne suis jamais rentré dans cette relation où je les ai vus me considérer comme un être humain et moi comme autre chose que des accusés. Et donc, ça ne veut pas dire que je leur en veux. Ça veut juste dire que j'ai un peu repris ma liberté vis-à-vis d'eux. Et que je les laisse à leur destin. Et j'espère qu'on me laisse au mien, sans qu'il y ait besoin de toute cette notion de pardon. Et Arthur, ces dernières années, il y a eu un grand changement. Vous êtes devenu papa. Oui. 3 fois papa. 3 fois, 3 filles. Qui se prénomment? J'ai Céleste, puis Diane, puis Colombe. Et qui ont quel âge? 6 ans, 4 ans et 2 ans. Ah oui, ça doit être un peu sportif à la maison. Ouais, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que de toute façon, elles ne me laissent aucune place pour réfléchir, respirer. Elles m'aspirent dans leur monde. Et ça, c'est une des meilleures façons de guérir, j'ai l'impression. Les dernières pages de votre livre leur sont consacrées avec beaucoup de questionnements. Est-ce qu'un jour, vous leur direz ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu? J'ai aucun doute sur le fait que je vais leur dire. La vraie question, c'est quand, comment, avec quelle gradation. J'ai pas fait tout ce chemin pour que ça devienne un tabou familial, comme c'était le cas pour les survivants de la Première Guerre mondiale. D'un autre côté, j'ai pas envie d'envahir leur jeunesse, de leur faire des cauchemars. Et donc, je sais pas comment le faire, ni quand le faire. J'ai envie de donner aucune victoire aux terroristes. Je veux pas qu'elles aient des cauchemars à cause de ça. Mais quand l'une d'elles, quand elles seront plus grandes, vous dira « Papa, ce soir, je vais aller à un concert avec des copines », vous leur direz quoi? Vous lui direz quoi? Je lui dirai bien sûr, et je me rongerai les sangs à la maison. Il fallait quelques mots, juste avant que la musique ne retrouve sa place au Bataclan. Devant 1 millier de spectateurs, quelques mots de Sting. Nous avons 2 tâches. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie. Ensuite, célébrer la vie et la musique. Nous ne les oublierons pas. Ces dernières années, vous avez continué à aller au concert? Oui, j'y suis retourné assez vite après le 13 novembre parce que j'avais déjà ma place pour un autre concert en décembre. En revanche, j'ai mis un peu de temps à m'en racheter. Et puis j'ai mis un peu de temps à refaire mon premier concert au Bataclan. Je pense qu'il fallait réussir à franchir le cap. Je suis jamais retourné à l'endroit où j'étais, dans le Bataclan. Ça, j'aurais trop peur que ça déclenche quelque chose. Mais je suis allé voir Nada Surf, par exemple, il n'y a pas très longtemps. J'y ai pris plaisir. Je me rends compte maintenant... Sans la boule au ventre? Sans la boule au ventre. Quand je vais dans une salle de concert, je vérifie où est la sortie de secours. Et ça suffit à me tranquilliser. Là, vous n'êtes pas le seul, parce que je pense que beaucoup de Français, depuis ces attaques terroristes, dans des salles de spectacle, au cinéma, regardent où sont les sorties de secours. J'en avais parlé avec ma psychologue qui m'avait dit c'est une stratégie d'évitement qui ne vous empêche pas de faire les choses, qui ne vous empêche pas d'en profiter, donc vous pouvez y aller. Continuez à se dire je suis près de la porte du métro, continuez à se dire je suis près de la sortie de secours. Si pendant tout le concert, finalement, vous n'y pensez pas, c'est pas un problème. Et c'est vrai que j'arrive à profiter. En juillet 2024, vous avez vécu un moment fort devant le Bataclan parce que vous avez porté la torche olympique pendant le parcours de la fameuse flamme avant les JO. C'était un moment intense. Hein.
C'était un moment hyper intense pour plein de raisons. Déjà, c'était la première fois que mes filles pouvaient venir à quelque chose de lié à Live for Paris et au 13 novembre. Ensuite, c'était un moment de joie. C'était un moment de joie en plein été devant le Bataclan, si vous voulez. Nous, on a l'habitude de ces moments de commémoration hyper tristes au 13 novembre. Et là, je pense qu'on a tous collectivement eu un avant-goût de ce qu'allaient être les JO. Il faisait beau, il faisait chaud, les gens souriaient. Les gens souriaient et on pouvait se projeter dans quelque chose qui, là, était très résilient. Finalement, c'était encore plus beau que ce qu'on avait pu avoir avant. Moi, j'en suis ressorti de là gonflé à bloc et en me disant qu'on avait sûrement franchi un cap. Dans quelques jours, ici, le 13 novembre, il y aura, on en parlait au tout début de notre entretien, une grande cérémonie. Arthur, vous avez hâte de vivre ce moment ou vous le redoutez aussi quand même? Non, là, je suis vraiment à un moment où j'ai hâte, où c'est quand même un aboutissement. Moi, c'est un chapitre qui va se clore. J'espère le clore en beauté, mais il est temps que ça s'achève. Et ce moment, nous le vivrons donc tous ensemble sur les antennes de France Télévisions le 13 novembre. Merci beaucoup Arthur. Merci à vous.